Bien, merci Monsieur Sperber. Nous avons donc vu que la ville intelligente nous apporte de nombreux services et traite une quantité considérable de données. Il est donc nécessaire de savoir analyser et interpréter ces données collectées afin que les décideurs puissent disposer d'une information fiable et contextualisée pour décrypter l'environnement et prendre rapidement les bonnes décisions, puisque c'est ce qu'on demande aux décideurs. Monsieur Osseux, je vous laisse la parole. Bonjour, mesdames et messieurs. On va quitter effectivement le terrain des très intéressantes présentations de ce matin sur les aspects politiques, sociologiques et juridiques, et on va atterrir dans qu'est-ce qui se passe dans les villes aujourd'hui. Au sujet, tout le monde parle de Smart City, mais finalement, qu'est-ce qui se passe concrètement dans les villes? Alors, pour ce faire, on va vous passer un petit film d'introduction sur ce contexte et suivra la présentation sur ce qui se passe dans les villes en matière de traitement des données et évidemment comment la cybersécurité sera abordée par mon collègue dans une présentation qui suivra. On peut passer le film. Bonjour Monsieur le maire. Bonjour. En 2050, 6,5 milliards sur 9 milliards de personnes vivront en ville. En matière d'insécurité, de délinquance et d'instabilité sociale, on fait comment? Justement, c'est notre priorité. Notre ville doit rester rassurante et séduisante pour attirer les entreprises, les citoyens, le tourisme, les grands événements. Bien sûr. Mais vous proposez quoi pour y arriver? Il faut absolument améliorer la communication et la coordination entre les acteurs de la sécurité urbaine. Il faut sécuriser les biens et les personnes de manière à améliorer la qualité de vie des citoyens. Ok, mais vous pouvez me donner un exemple? Par exemple, on peut installer des systèmes de détection automatique des infractions qui permettent une automatisation de la verbalisation et donc une réduction des coûts pour la ville. Ah oui, je vois. Cela va naturellement amener une évolution positive des comportements. Et contre la criminalité, on installe des caméras partout? La vidéoprotection est un des outils d'un dispositif global de sécurité. Associé à d'autres moyens permettant d'évaluer la situation et de traiter très rapidement un énorme volume de données, comme l'analyse vidéo notamment, il devient extrêmement performant. Et ça peut aller jusqu'à la reconnaissance faciale? Oui, bien sûr. L'objectif est de retrouver rapidement les coupables et de fournir des preuves irréfutables qui soient recevables devant la justice. Ok, et en cas d'accident majeur ou de catastrophe naturelle? Dans ces cas-là, notre ville doit disposer de moyens permettant de détecter immédiatement l'incident. Bien sûr. Et d'en limiter l'impact grâce à une parfaite connaissance de la situation et de son évolution. Il faut aussi une excellente coordination entre la police, les pompiers, l'armée et tous les autres acteurs de la sécurité urbaine. Un autre cas concret maintenant. Que proposez-vous pour sécuriser un grand événement qui peut, on le sait, attirer une foule importante? Pour ce genre d'événement, il faut anticiper les éventuelles situations à risque, grâce à une préparation minutieuse de l'événement, et mettre en place des moyens performants de détection, de gestion et d'analyse de la situation. Il faut davantage informer les citoyens et leur permettre d'interagir avec les autorités. Enfin, pour éviter les incidents, nous devons donner aux forces opérationnelles les moyens d'agir mieux et plus rapidement. On dirait un peu de la science-fiction. Toutes ces technologies existent-elles déjà aujourd'hui? Oui, non seulement elles existent, mais elles sont déjà déployées et opérationnelles.
certains l'auront remarqué, le film a été fait il y a 2-3 mois. Et je ne peux pas manquer de dire que notre système n'est pas dans la zone où les problèmes ont eu lieu. Voilà. On peut passer à la présentation. Merci. Donc, les introductions ont été faites. Alors, je suis heureux de voir que nos chiffres coïncident avec ceux qui ont été présentés ce matin. Donc, on est bien sur les mêmes hypothèses. La moitié des habitants de la population terrestre sont en ville aujourd'hui. En 2050, c'est 70%. Si vous faites les calculs, ça veut dire que dans les villes, en 2050, il y aura autant de monde que la population mondiale actuelle aujourd'hui. Alors, pour plonger directement dans qu'est-ce qui est en train de se passer dans les villes et cette évolution Smart City, tout de suite, pour placer le débat où il est, on parle de transition. C'est-à-dire que ce n'est pas un Big Bang, ce n'est pas un coup de baguette magique sur une ville, c'est une transition, une évolution, de même que la numérisation est arrivée progressivement dans les foyers, eh bien, elle arrive aussi dans les villes, et progressivement, les villes se dotent de moyens, de numérisation et de tout ceci. Alors, juste, on a fait un peu les deux extrêmes de la courbe, si je puis dire, de l'évolution. Le premier niveau, je dirais, les villes conventionnelles, où les services fonctionnent de manière assez indépendante. C'est des villes qui fonctionnent comme on les connaît habituellement, et qui sont en train d'évoluer vers une cible qui correspond, une cible ou une évolution dont on sent que, au premier niveau déjà, tous les services se parleront plus et seront plus interconnectés, parce qu'il y a énormément finalement d'interactions, et en interconnectant les services, on améliore énormément le service rendu aux citoyens. Et donc c'est une nécessité. Et puis vous le voyez sur la partie de droite, ce triangle en rouge qu'on a mis, c'est finalement l'arrivée d'un certain nombre de technologies numériques qui créent des capacités nouvelles, des possibilités nouvelles qui sont exploitées. Alors dans ces capacités, dans ces capacités nouvelles, on va trouver les objets connectés. Les objets connectés, c'est quelque chose d'extrêmement massif. Faut savoir qu'aujourd'hui, il y a environ 10 milliards d'objets connectés dans le monde, et que tous les 5 ans, ce chiffre double. Donc 2010, c'est une dizaine de milliards. 2015, on passe à 20. 2020, on passe à 50. Donc on peut imaginer que tous ces objets connectés vont faire arriver tout un flot de données qui sont traités, analysés, et qui amènent des services, des informations supplémentaires pour aboutir à des services supplémentaires. Le deuxième volet extrêmement important, c'est le citoyen connecté. Tout un chacun, et si on faisait un sondage autour de la table, le smartphone est répandu. Quasiment tout le monde maintenant a des smartphones dans sa poche. Et à travers ces smartphones, le citoyen se connecte. Et non seulement ce citoyen se connecte en termes de... Il a la capacité de le faire, mais maintenant, c'est plus seulement une capacité. Il a envie, il en a besoin, et il ne comprend pas si on lui donne plus accès à des informations. C'est-à-dire des informations qui ont démarré dans le domaine privé. Aujourd'hui, il attend la même chose, voire plus, des villes qui ont des moyens, d'être informés, d'avoir des services nouveaux et des choses comme ça. Donc ça, c'est la deuxième, je dirais... deuxième innovation technologique, enfin pas innovation technologique, deuxième situation importante en termes de changement. Et le troisième levier, toutes ces données, des objets connectés, toutes ces données qui viennent des citoyens, on nous en a parlé tout à l'heure, la projection... j'ai un trou. Merci. Projection algorithmique dont on nous a savamment parlé tout à l'heure. C'est quand même le citoyen fournit des informations et lui-même en crée. Donc toutes ces informations, elles doivent être, elles sont une source de services supplémentaires à offrir aux citoyens. Alors pour être consistant avec ce qui a été dit ce matin, et on a la même conviction, la ville interconnectée, c'est une ville au service de la qualité de vie du citoyen, et ça ne peut être que cet objectif-là. Associé à l'efficacité de la ville, parce qu'on connaît tous le problème, on veut tous de la qualité, mais il y a des problèmes de moyens en face, donc c'est un équilibre entre les moyens et puis ce qu'on peut avoir. Et la ville interconnectée travaille sur ces deux volets-là, la qualité de vie et l'efficacité. Juste pour illustrer un petit peu un cas concret, on a travaillé avec une ville sur
sur la situation qu'ils avaient dans un fonctionnement, je dirais, habituel. Et puis, qu'est-ce que ça induisait si on voulait, je dirais, organiser toutes ces données, les rendre plus cohérentes et en tirer des services et une efficacité supplémentaire. Alors, il y a une petite image à droite. Alors, soyez rassurés, c'est pas pour que vous lisiez, il n'y a pas de problème de lunettes. C'est juste pour identifier, voilà, dans une ville, tous les carrés autour, c'est tous les acteurs qui fournissent des informations liées à la sécurité. Alors, je ne vais pas vous faire la liste complète, mais évidemment, il y a des forces de sécurité, il y a des premiers secours, il y a des systèmes de transport, il y a des call centers, enfin, il y a tout un tas d'acteurs. Et ce qu'on trouve assez vite, finalement, c'est que tous ces acteurs produisent des données qui sont sur des formats extrêmement différents. Ça va de la main courante du commissariat de police au compte-rendu de réunion de quartier à des vidéos de surveillance venant de tel endroit. Donc on voit une hétérogénéité extrêmement importante des informations, de par leur format, de par leur support, de par la manière contextuelle dont elles sont données, de par l'organisation des données. Donc aujourd'hui, on voit que la question des smart cities, c'est déjà organiser les données et leur permettre d'être fédérées pour amener à la fois plus de sens et surtout rendre un service plus grand. Quand on fait ces analyses, par exemple, on voit aujourd'hui très rapidement que des rapports portent sur des choses identiques ou des organisations ont des gens au même endroit alors qu'il y a des trous à d'autres endroits de la ville. Et une rationalisation de la vision de ces données permettrait de faire sortir tout de suite soit des redondances, soit des trous dans les informations, et donc un équilibre à faire et une meilleure, à périmètre de moyens équivalents, avoir un meilleur service. Alors, toutes ces données, concrètement parlant, c'est quoi le traitement des données qui sont faites, hein, le terme bien connu de big data recouvre en fait trois niveaux de traitement importants. Donc le premier, c'est la data elle-même, donc c'est la collecte des informations, et l'illustration que je vous en ai donnée avant montre que c'est pas disponible et comme ça. On ne peut pas le faire directement, donc ça nécessite de s'organiser autour de ça. Le deuxième niveau consiste à l'analyse, la détection d'informations nouvelles et qui ne sortaient pas, je dirais, d'une analyse naturelle avant, mais qui, en brassant les données, en les croisant et en regardant des situations anormales ou des choses qui sortent de la règle normale, permettent de faire ressortir des informations nouvelles. L'objectif étant, avec ces informations nouvelles, c'est ce qu'on appelle parfois les signaux faibles, hein, c'est d'anticiper les choses, c'est-à-dire d'avoir un coup d'avance sur ce qui va se passer, de manière à mieux s'organiser, à mieux le préparer et à mieux soit en atténuer les effets si c'est un problème, soit au contraire le faire fonctionner de manière plus efficace. Et puis le troisième niveau, c'est la visualisation, parce que toutes ces données, c'est quand même assez complexe, c'est des traitements très mathématiques qui ne sont pas toujours abordables. Donc l'important, c'est de sortir ces informations sous une forme compréhensible et qui permette directement à n'importe quelle personne sans aucune formation de saisir l'information importante et de pouvoir décider de l'action à mener. Donc on parle de ce qu'on appelle les visual analytics, hein, et avec les graphiques interactifs qui permettent, en déplaçant, en identifiant, tiens, je veux le nombre de personnes qui avaient dans cette zone à tel moment, ou le nombre de personnes qui ont pris le transport entre deux points de la ville, ou quels que soient les autres niveaux d'information, par des simples clics et de manière très dynamique et presque instantanée, on voit ce qui se passe, ce qui permet de croiser les informations, de regarder les choses. On le sait tous, hein, quand on regarde ou quand on regarde, quand on va sur Internet, qu'on cherche une information, envoyer une information, on rebondit pour en chercher une autre qui nous intéresse. Et donc, ces visual analytics permettent cette navigation facile dans un monde de données énorme et mis à la disposition de tout un chacun. Vous n'aurez pas manqué de voir, puisque c'est quand même un petit peu le thème de la journée, que sur la droite, tout ça, eh bien, ça nécessite de garantir la sécurité et l'intégrité de ces informations pour les respects de la vie privée, pour s'assurer que les informations sont bien exactes, parce que si quelqu'un s'amuse à injecter des informations qui sont fausses dans un système, ça peut avoir des répercussions quand même un petit peu embêtantes. Donc sécurité et intégrité sont au cœur de ces traitements de big data, big analytics
et Visual Analytics. Donc, une fois qu'on a traité dans le triangle rouge, vous vous rappelez, il y avait les big data, il y avait l'aspect aussi le citoyen connecté. Alors, je ne vais pas lire le détail de la planche, ligne par ligne, mais un citoyen connecté, maintenant, c'est beaucoup d'informations qu'il obtient venant de la ville, soit des informations de sécurité qui peuvent être des alertes, des rapports à faire, ou pour le transport, c'est-à-dire qu'on l'informe sur la disponibilité des moyens de transport en temps réel. Il y a toujours une notion de temps réel dans toutes ces informations, ou plus généralement dans d'autres domaines, des informations touristiques ou des informations sur ce qu'on appelle la e-administration ou le e-gouvernement dans les villes, c'est-à-dire la capacité à travailler avec des documents virtualisés. Donc il y a à la fois des informations qui vont vers les citoyens, et puis il y a aussi le citoyen acteur de la ville. De plus en plus, le citoyen amène des informations. Et dans le domaine de la sécurité, par exemple, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'attentat de Boston, où les principales informations sont venues des films faits par les gens qui avaient des smartphones. C'est de ça qu'ils ont récupéré l'information. Donc on a beau mettre des caméras partout, le citoyen transmet des informations, il fait des rapports, vous l'avez vu dans le film aussi, des rapports sur ce qui se passe dans sa ville. Il y a quelque chose qui ne va pas, il transmet immédiatement. À Singapour, par exemple, il y a un système de remontée d'informations comme ça qui a été mis en place, et ils se sont aperçus qu'avec leur système usuel, ils mettaient environ 2 minutes 30 entre le déclenchement d'un incendie à un endroit et l'information officielle par les canaux habituels. Avec ces systèmes interactifs avec les citoyens, ils passaient à 30 secondes. Je peux vous dire que 2 minutes sur un incendie, c'est important, quoi. Donc voilà, c'est ce genre de choses qui font que non seulement il y a une demande du citoyen et une réelle interaction du citoyen avec sa ville et qui devient tout à fait important. Un autre exemple que je mentionnais aussi, c'est on a été amené à mettre en place en Belgique un système d'alerte en Belgique, oui. Système d'alerte et d'information aux populations. C'est en fait de manière volontaire, les gens s'inscrivent sur un portail pour recevoir toutes les informations qui concernent soit leur zone d'habitation, soit leur zone de travail, soit quelque chose qui les intéresse. Donc ces informations leur permettent d'être prévenus, soit d'incidents, soit de choses un peu plus graves, et puis aussi de recevoir des informations sur la manière de se comporter. Donc c'est ce genre de services nouveaux offerts aux citoyens qui effectivement sont importants et doivent sortir et doivent être créés et apportés par les Smart Cities. Une autre manière aussi, alors il y a l'information, on nous en parlait ce matin, il y a l'information qu'on pousse, et puis il y a l'information qui est traitée de façon systémique. Bon, là par exemple, c'est un système, ce qu'on appelle OSINT, c'est Open Source Intelligence, donc on travaille sur le renseignement à partir de sources ouvertes, et donc on analyse par exemple l'ensemble des tweets qui se passent sur une ville. Et il en ressort des choses, des informations qui peuvent être intéressantes sur, je ne sais pas, une manifestation à un endroit, un bouchon ou des problèmes à un autre endroit. Dans une ville, par exemple, la municipalité était très intéressée parce qu'à travers ça, on avait fait apparaître l'apparition de ce qu'on appelle des marchés inopinés, c'est-à-dire les marchés où les gens vont faire les courses. Bon, normalement, il y a des places pour le faire, mais dans certaines villes, hop, il y a quelque chose qui se met en place comme ça. Eh bien, grâce à ça, la ville, de manière presque en temps réel, était au courant que ceci se passait, et ça leur permettait de prendre les mesures qui étaient nécessaires, de s'assurer qu'il n'y avait pas de gêne de transport ou de circulation des gens. Donc, c'est des informations nouvelles qui sont amenées et qui permettent de mieux maîtriser ce qui se passe et de mieux agir. Quelques exemples un peu concrets. Donc, dans la ville de Mexico, on a été amené à mettre un système important. Donc, on parlait des grandes villes ce matin. C'est une ville de 22 millions d'habitants. On voit qu'au niveau central de la ville, on a cette augmentation de la communication et de la coordination des agences. On a la liaison avec les citoyens, des communications vers le public, les aspects appels d'urgence, la gestion d'incidents. Et puis toute la vidéosurveillance qui est effectivement un point important de l'évolution et de l'information dans les villes.
Alors juste, sans rentrer dans le détail, je vais vous présenter ce slide, juste pour vous montrer en bas, dans la ligne en bas, voilà tous les capteurs qui sont installés. Donc on a alors, différentes sortes de capteurs, des caméras, des reconnaissances de plaques, enfin tout un tas de choses, la localisation de véhicules, et ainsi de suite, des haut-parleurs, on a jusqu'aux haut-parleurs. Donc on voit que c'est ces nouveaux capteurs déployés qui ramènent de l'information. Et justement, avec ces traitements dans la ville, ces traitements dans les smart cities et les traitements de big analytics, permettent de faire ressortir des choses dont on n'a pas forcément l'idée immédiatement. Alors je vais citer qu'un exemple. On a travaillé sur les informations issues de reconnaissance de plaques. Donc dans la ville, il y en a, comme vous le voyez, 350 qui lisent les plaques de véhicules, ce qui permet, si un véhicule qui est déclaré, de le suivre, de savoir où il est et tout ça, des véhicules volés ou véhicules devant faire l'objet d'attention. Eh bien, en faisant des analyses de big data dessus, on s'est aperçu qu'on trouvait des convois de véhicules récurrents. Et quand on a creusé un petit peu avec les forces de police, ils nous ont dit, oui, si, on voit très bien, finalement, c'est les convois des organisations, je dirais, criminelles. Les patrons, là, quand ils se déplacent, ils ont toutes leurs files de voitures de protection. Et donc, grâce à ça, en fait, ils ont identifié très rapidement les véhicules qui circulaient avec ces convois. Et c'est des choses qui n'apparaissaient pas naturellement. Voilà. Donc, c'est un exemple très concret de ce que permettent d'avoir le traitement de big data. Pareil, en mobilité, je pense que la plupart d'entre vous connaissent ces nouvelles solutions dans la mobilité. Maintenant, il y a un aspect en centrale. Là, vous avez une représentation au central de la ville. Alors, l'intérêt pour la ville, c'est de comprendre ce qui se passe, d'identifier, par exemple, s'il y a des trous dans les déplacements, s'il y a besoin de créer une station de bus à tel endroit, ou dire, là, il y a un trafic très faible, il vaudrait mieux le mettre à un autre endroit où il y a des besoins. Donc, et encore un autre exemple, à Toronto, ils se sont aperçus en faisant du traitement sur ces données qu'il y avait ce qu'ils appellent les night shifters. Donc, c'est les gens qui travaillaient de nuit, qui partaient à 9h du soir et qui revenaient à 6h du matin, et qui n'avaient pas un service réel pour le transport, et qui représentaient une population importante. Donc, on a amené un nouveau service à ces citoyens-là qui étaient mal desservis par les systèmes de transport usuels. Alors, vous, à droite, j'ai mis un petit smartphone. Évidemment, pour le citoyen, le service maintenant d'avoir le transport de bout en bout, en vous disant, vous marchez à pied jusqu'à la station, vous prenez le métro, vous sortez, vous prenez le bus et vous arrivez au bon endroit, voire en intégrant des déplacements privatifs éventuels. Donc, ces services sont vraiment des services nouveaux amenés aux citoyens. Voilà, tout ça pour à travers des exemples, vous illustrer effectivement ce qu'amène cette dimension des Smart Cities très concrètement, les réalisations qu'on a, parce que ce dont je vous ai parlé, c'est des réalisations qui existent aujourd'hui, qui sont faites et qui nécessitent un traitement et une coordination, donc ce qu'on appelle des traitements qui sont techniquement réalisés à travers des plateformes. Et je partage l'idée que la plateforme n'est pas un objectif en soi, mais c'est un moyen nécessaire pour justement améliorer l'efficacité des villes et la qualité de vie des citoyens. Ces plateformes d'information traitant en priorité, parce que c'est quand même les grandes préoccupations des villes, en tout cas c'est les premières, la mobilité, la sécurité et le service aux citoyens. Et donc c'est dans ces domaines-là qu'on a justement particulièrement investi pour avoir les plateformes qui permettent de faire ces moyens, de traiter ces choses-là. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, tous ces traitements et tous ces moyens de communication et tous ces éléments, on sent bien que la cybersécurité ne peut être qu'au cœur du système, puisque pour sécuriser à la fois les données, les échanges et les plateformes, et que si elle n'est pas là, ça veut dire que les services seront défaillants, et si les services sont défaillants, ils ne seront jamais, alors défaillants ou auront des atteintes à la vie privée ou des choses comme ça, et donc ils ne seront jamais acceptés et jamais implémentés. Donc c'est vraiment une condition sine qua non, et qui va vous être exposée un peu plus en détail par mon collègue Jean-Marie.